Tu flaires quelque chose, Pigalle? Un cadavre? Si c'est un cadavre, inutile de me déranger. J'en ai déjà un sur les bras. Je suis trop vieux pour en supporter un autre. Je suis au bout du chemin et le meurtre de Dorothy McKinley risque bien d'être ma dernière énigme. Ah, ma dernière énigme. J'ai déjà lu ça quelque part. L'ennui qu'il y a à ne pas être détective de fiction, c'est qu'on ne peut pas renaître d'un jour à l'autre. Dieu n'a toujours pas compris le système de la réédition. Alors, résultat, Léonard Hill ne vivra pas 2 fois, ni 3, ni 1000. Et c'est regrettable. Ouais, tu as raison, Pigalle. Inutile de remuer des idées noires. La nuit est suffisamment noire comme ça. Ah, ben si je me servais un autre whisky. L'alcoolisme est une tradition chez les vieux Britanniques à la retraite. Tu ne peux pas comprendre le sens du mot tradition, toi. Tu n'es pas d'ici. Tiens, minuit. C'est rare un assassin vraiment ponctuel. Pigalle, un chien britannique ne se coucherait pas sous un fauteuil. Il aboierait pour prévenir son maître du danger. Je suppose qu'il est impossible d'en demander davantage à un chien français. Il faudra tout de même que je fasse installer une sonnette. À chaque fois qu'on frappe à la porte, cela me fait penser à la Saint-Barthélemy. Pas toi? Mais où est-il, cet idiot de... Pigalle! Voilà. Ah, bonsoir, inspecteur. Bonsoir, monsieur Dill, je ne vous dérange pas? Pas du tout. Entrez. Vous ne pouvez pas dormir. Je me suis promené dans la lande, j'ai vu de la lumière chez vous. Vous avez eu raison de venir. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais Un whisky? je ne vois pas votre chien. Pigalle? Il a dû monter se cacher au grenier. Il n'aime pas beaucoup les visites nocturnes. C'est plus un chien de chasse qu'un chien de garde. Enfin, ce serait un bon chien de chasse s'il aimait se lever tôt. Il a beaucoup de défauts, mais ce n'est pas entièrement sa faute. Il a passé les premiers mois de son inintéressante existence à Paris, chez une dame de petite vertu. Alors, il a pris de mauvaises habitudes. Bon, alors je vous sers un whisky. Oui, s'il vous plaît. Vous paraissez soucieux. Je crois avoir toutes les raisons de l'être. N'y a-t-il pas en ce moment dans l'île un homme en liberté? Un homme qui a étranglé une jeune femme de 18 ans. Vous êtes trop sensible, Crawford. Vous auriez dû choisir un autre métier. Par ailleurs, il est possible que le meurtrier de Dorothy McKinley ait quitté l'île. Rien ne nous assure du contraire, en tout cas. J'ai la certitude qu'il est resté à Fly. À ma connaissance, elle ne s'appuie sur aucune preuve. Vous savez, beaucoup de gens ont la certitude que Dieu existe, mais de là à ce qu'ils puissent lui passer les menottes. Vous ne trouvez pas que je parle beaucoup de Dieu en ce moment? C'est la première fois que je vous entends prononcer son nom. Ah, son nom. Vous êtes très catholique, n'est-ce pas? Oui, monsieur Dill. Personnellement, je n'appartiens à aucune religion. En outre, je me suis toujours appliqué à ne croire qu'à la justesse de mes déductions. Eh bien, tu vois, Pigalle, ce n'était pas l'assassin. Non, Pigalle ne comprend pas la plaisanterie. Bonjour, Pigalle. Ah, mais pour la politesse, il ne craint personne. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, il paraît que j'ai un préjugé défavorable à l'égard des Français. C'est inexact. Mais tous les Français sont de mauvaise foi. Oui, allez, tu nous raconteras ta vie un autre jour, d'accord? L'inspecteur Crawford et moi-même avons à parler de choses sérieuses. À votre santé, Crawford. Et à celle de l'assassin. Je ne vois jamais la santé des assassins. Ah, voici. Voici, et pour 2 raisons. La première, c'est que sans eux, je ne serais pas celui que je suis. Et la deuxième, c'est que j'ai fini par les préférer aux victimes.
Une victime, c'est attendrissant au début, mais un jour ou l'autre, on se lasse de son silence. Tandis qu'un assassin, ça parle. Bien sûr, il faut le trouver, l'assassin. C'est une autre de ses qualités. Pour le trouver, il faut le chercher. C'est intéressant. C'est pour cette raison, Monsieur Dill, que je vous ai demandé de m'aider. La vie est quand même drôlement faite. Je décide de me retirer de la profession, je vends mon rez-de-chaussée du Mel, je m'installe dans l'île la moins habitée des Nouvelles-Hébrides écossaises. J'avais pensé écrire ici mes souvenirs, jardiner, lire. Eh bien, arrivé à Fly, aucune de ces occupations n'a réussi à retenir mon attention plus de 40 minutes. Pigalle pourrait vous dire, si je lui donnais la parole, par quel moment de dépression, le mot n'est pas trop fort, par quel moment de dépression je suis passé jusqu'à ce que vous frappiez à ma porte. Où en est votre enquête? Vous le savez, dans une impasse. Votre femme vous attend-elle pour s'endormir? Ah, nous n'en sommes plus à ce stade d'intimité. Je le regrette pour vous. Enfin, cela nous laisse un peu de temps pour résumer l'affaire. Si vous le voulez bien, nous allons poser les faits devant nous, comme on pose des pions sur un échiquier. Donc, le 12 mars 1980, Lord Arthur McKinley, au retour de sa promenade à cheval quotidienne, trouve sa femme Dorothy morte. Quand vous arrivez à White Gallery, un examen rapide du corps vous apprend que Dorothy McKinley a été étranglée, et dans le lieu où Lord Arthur l'a trouvée, c'est-à-dire la chambre de la jeune femme. Le médecin légiste détermine que le crime a été commis entre 17h et 17h30. Qui avait directement intérêt à la mort de Dorothy? Personne. Penchons-nous maintenant sur la personnalité de Lord Arthur. Après une jeunesse tapageuse et dissolue, au cours de laquelle il dilapide les 2 tiers de sa fortune dans tous les lieux de plaisir d'Europe, le dernier des McKinley rentre à Fly en 1971, passablement choqué par la mort accidentelle de son frère jumeau qui, pendant ses frasques continentales, ne le quittait pas d'une semelle. Lord Arthur a 30 ans. Il chasse, pêche, monte à cheval. Il reçoit peu. À 40 ans, il épouse une jeune fille d'un milieu modeste. Peur de vieillir seul, besoin d'affection. L'homme n'a jamais été un tendre. La passion me paraît la seule explication possible. Dorothée avait-elle de quoi passionner quelqu'un? Oui, mais pas quelqu'un comme Lord Arthur. Oui. Ce célibataire endurci l'épouse pourtant le 9 février 1980. Il nous faut donc croire qu'il l'aime passionnément. Pourquoi irait-il l'assassiner un mois plus tard? Mouvement de mauvaise humeur? Mais vous m'avez dit que Dorothée était la douceur, la compréhension, la conciliation incarnée. Si Lord Arthur a tué sa femme, il l'a fait sans mobile plausible. Sans compter qu'il n'a pas pu le faire. En effet. À l'heure supposée du crime, il a été vu sur November Beach en compagnie de son cheval. Parmi les occupants de White Gallery, il nous reste 2 suspects, Anita, la femme de chambre de la victime, et Barnes, l'homme à tout faire du manoir. Leur liaison est connue de tout ce que l'île contient de mauvaises langues et de bonnes oreilles. L'après-midi du 12 mars, Barnes et Anita prétendent avoir eu des rapports sexuels dans l'écurie. Nous nous trouvons là devant 2 alibis qui, si j'ose dire, s'appuient l'un sur l'autre, mais qui, séparément, sont invérifiables. Cela dit, ni Barnes ni Anita
ne pouvaient trouver un quelconque intérêt à la mort de leur jeune maîtresse. Elle les traitait bien, non? Elle traitait tout le monde bien. C'était un ange, monsieur Deal. C'est cela que je n'accepte pas. L'idée qu'est sur mon île, on ait tué un ange. Notre conclusion, c'est qu'on ne peut raisonnablement penser que le crime ait été commis par l'un des occupants de White Gallery. Mais alors par qui? Rien n'a été dérobé, ni dans la chambre de la victime, ni dans les autres pièces du manoir. À première vue, il ne peut s'agir d'un crime crapuleux. L'autopsie a d'autre part montré que Dorothée n'a subi aucun sévice, ni avant ni après son décès. Nous ne pouvons conserver que deux hypothèses, la vengeance ou un crime gratuit. Alors vous choisissez. Cela ne m'avancera à rien. Si nous avons affaire à une vengeance froidement conçue et froidement réalisée, ou à un crime gratuit conçu et réalisé de la même façon, il n'y a aucune chance pour que nous trouvions le coupable. Il n'a laissé aucune trace. Rien. Que l'empreinte de ses doigts sur le cou d'un ange. Ou de l'empreinte reste inutilisable car il avait pris soin de mettre des gants. Mais qui aurait-tu à se venger de Dorothée? À qui aurait-elle pu faire du mal? Peut-être a-t-on voulu atteindre Lord Arthur à travers elle. L'avez-vous interrogé dans ce sens? Il est vrai qu'il n'a jamais gagné d'argent, il s'est contenté d'en dépenser. Ce n'est pas une bonne façon de se faire des ennemis. Il nous reste le crime gratuit, ou celui d'un fou. C'est la même chose. Un fou commet des erreurs, laisse des traces. Pas toujours, il y a des fous très raisonnables. Je vais vous servir un peu de ce whisky. Non, vous boirez sans vous presser. Puis je vous proposerai quelque chose. Avez-vous confiance en moi? Comment n'aurais-je pas confiance en vous? Vous êtes le plus grand détective européen de la deuxième moitié du XXe siècle. Européen, peut-être pas. Anglais, sans doute. Buvez votre whisky. Bien, maintenant, nous allons faire une petite promenade. Le but en sera au White Gallery. Mais... Là, n'oubliez pas que vous avez confiance en moi. Croyez-en mon expérience, quand une enquête est au point mort, il faut faire n'importe quoi pour la remettre en route. Créer un événement, improviser. Nous ne trouverons rien à l'intérieur de White Gallery qui puisse faire avancer l'enquête. Qui sait. Venez. C'est la première fois que je me promène dans la lande à une heure si tardive. Quelle impression cela vous fait-il? J'ai un peu froid. Ah, c'est tout? Je n'ai pas l'esprit très romanesque, Crawford. Sinon, vous pensez bien que j'aurais écrit des romans à énigmes au lieu d'en vivre. J'imagine qu'il doit être assez plaisant de tuer les gens en restant dans son fauteuil et, au lieu d'avoir la visite des policiers, toucher les droits d'auteur. C'est un point de vue. Vous n'aimez pas les romans à énigmes? J'ai horreur de la violence, sous toutes ses formes. Vous auriez dû être pasteur, Crawford, ou jardinier. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas pour vous. Vous me faites songer à un chirurgien qui s'évanouirait à la vue du sang. Je ne m'évanouis pas. Et je vous jure que je retrouverai l'assassin de Dorothée. Tu sais, j'y consacrais ma vie. Je ne vous en demande pas tant. Gardez votre vie pour un meilleur usage. Quelle était la nature exacte de vos liens avec Dorothée? Les liens ont-ils jamais une nature exacte? Il existe quand même des mots pour appeler une chose et d'autres mots pour en appeler une autre. Dorothée n'a jamais été ma maîtresse, si c'est cela que vous voulez savoir. Non, ce n'est pas cela que je veux savoir, Crawford. Me prenez-vous pour un enfant? Chaque sentiment a son nom dans le dictionnaire et sa place dans le cœur de l'homme.
Ce sont ce nom et cette place qui m'intéressent. Les parents de Dorothée et les miens habitent la même rue depuis 1975. Ils se reçoivent souvent. Les familles catholiques sont rares dans l'île et par conséquent très liées. Quand nous nous sommes connus, j'avais 20 ans, Dorothée en avait 13. C'était une jeune fille silencieuse, serviable, douce et excessivement émotive. Si elle cassait quelque chose ou si son père lui parlait un peu fort, elle pleurait. J'avais beaucoup de mal à la consoler. Car c'était vous qui la consoliez. Oui. Ouais. Pourquoi? Il me semblait qu'elle avait besoin de moi. Dans ces moments-là? Dans ces moments-là. Et dans tous les autres. Elle était amoureuse de vous? Oui, évidemment. J'avais 7 ans de plus qu'elle. Nos parents étaient amis, nous étions catholiques tous les deux. Elle devait même penser au mariage, non? Dans la mesure où elle ne comprenait pas l'amour en dehors du mariage, je ne vois pas comment elle aurait pu ne pas y penser. Et vous? À quoi pense un garçon de 20 ans? Je venais de m'inscrire à la faculté de droit d'Édimbourg. Entre les polycopiés et les soirées d'étudiants, il ne me restait plus beaucoup de place pour cette petite fille qui faisait si peu de bruit. À la fin de mes études, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. Je l'ai emmenée dans l'île pour la présenter à mes parents. À dater de ce jour et jusqu'à son mariage, Dorothée n'a plus voulu me voir. Cela vous a-t-il affecté? Cette décision a stupéfié nos deux familles. Elle ressemblait si peu à Dorothée qui acceptait tout, de tout le monde, avec la même bienveillance. D'autre part, rien ne l'autorisait à penser que je l'épouserais un jour. Je ne lui avais pas fait l'ombre d'une promesse. Elle ne pouvait donc considérer mon mariage comme un affront ou une trahison. Sa conduite n'avait aucune excuse. C'était la première fois que Dorothée se conduisait d'une façon inexcusable. Mais pas inexplicable. En effet. Tout cela voulait simplement dire qu'elle m'aimait, à la folie. À ce moment-là, j'ai eu peur qu'elle ne devienne vraiment folle, ou ne prenne une décision extrême, comme entrer au couvent ou se laisser mourir. Elle a préféré épouser Lord Arthur McKinley. J'ai pensé qu'elle était guérie de son amour pour moi. Ce mariage ne vous a pas étonné? Il a étonné tout le monde. Vous ne vous êtes pas dit qu'en se mariant aussi brusquement avec un homme qui lui était aussi étranger, Dorothée désirait en quelque sorte se venger de vous? Alors, elle plaçait les liens du mariage trop haut pour concevoir un pareil projet. Si elle a épousé Lord McKinley, c'est qu'elle l'aimait. Vous avez été invité à la cérémonie? Oui. Comment Dorothée vous est-elle apparue ce jour-là? Rayonnante, presque belle. Son visage semblait éclairé de l'intérieur. Ne me dites pas que vous en êtes tombé amoureux. J'ai compris que je m'étais trompé. À 10 mètres de chez moi, Dieu avait placé un trésor que j'avais négligé. Je n'avais pas vu cette mine inépuisable d'innocence, de tendresse, de charité. Je l'avais même piétiné. Je l'avais meurtri. Dieu ne pardonne pas les offenses faites aux plus faibles de ses créatures. Oh, vous n'en savez rien. J'en ai la preuve. C'est Dorothée qui l'a ramené à lui, pas vous. Mon sort est bien plus terrible. Hein? Voilà White Gallery. Pourquoi éteignez-vous votre lampe? Regardez. Qui cela peut-il être? Cachez-vous, il vient vers nous. Bonsoir, Lord Arthur. Ou plutôt bonjour. La nuit est un peu fraîche, n'est-ce pas? Vous connaissez l'inspecteur Crawford. Nous venions vous rendre une petite visite nocturne dans la tradition du roman noir victorien. Vous savez que vous avez mauvaise mine. Oh, avec une tête comme la vôtre,
Je resterai dans mon lit. Qu'est-ce qui vous pousse dehors à une heure pareille? Oh, et cette cicatrice sur le front, vous ne l'aviez pas hier? Vous êtes tombé? Vous ne vous êtes pas fait mal au moins? Rattrapez-le, Crawford! Courez plus vite que moi. Décidément, vous n'êtes pas fait pour ce métier. Être semé par un homme de 40 ans, vous qui en avez 25. La peur donne des ailes, c'est vrai. Non, Arthur n'a aucune raison d'avoir peur de nous. N'est-ce pas? Vous voyez que nous n'avons pas fait en vain cette promenade. Nous venons de nous apercevoir que Lord Arthur a peur de nous au point de s'enfuir à toutes jambes quand nous lui demandons des nouvelles de sa santé. Reconnaissez que cela est étrange. D'autres découvertes nous attendent sans doute à l'intérieur de White Gallery. Ne nous attendons pas. Vous êtes armé? Non. Moi non plus. C'est peut-être une imprudence inutile. Croyez-vous que l'assassin... S'il n'est pas là, il peut être partout, c'est-à-dire nulle part. Dans l'intérêt de l'enquête, il faut qu'il soit là, et s'il y est, je ne vois pas pour quelle raison il n'y serait pas armé. De toute façon, nous n'avons plus le temps de faire demi-tour. La porte est ouverte. Cela vous étonne? Les propriétaires d'un manoir où un crime vient d'être commis ferment généralement la porte avant de se coucher. Il me semble que c'est une précaution élémentaire. L'assassin n'est-il pas toujours tenté de revenir sur les lieux de son crime? À moins... À moins? À moins qu'il ne soit déjà installé sur les lieux de son crime. Où se trouve la chambre de Lord Arthur? Au premier. Allons-y. Splendide demeure. Un peu triste, mais splendide. Vraiment splendide. Quelle porte? Celle-ci. Écoutez-moi bien, Crawford. Vous ouvrirez la porte. J'entrerai. Vous attendrez 2 ou 3 secondes. Et vous allumerez la lumière. Et pourquoi ces précautions? Il est impossible que Lord Arthur soit dans sa chambre. Il y a peut-être quelqu'un d'autre. Qui? N'importe qui. Mais ce n'importe qui peut avoir une main sous son oreiller et un revolver dans sa main. Nous présenter tous deux de front, ce serait lui donner une trop jolie cible pour qu'il résiste à l'envie de faire un carton. Les hommes sont souvent de mauvaise humeur quand on les réveille en sursaut. Surtout ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Comprenez-vous? Pas très bien. Aucune importance. Contentez-vous de faire ce que je vous demande. Que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Lord Arthur? Et que faites-vous chez moi au milieu de la nuit? Monsieur Deal, que signifie tout ceci?
Eh bien, l'inspecteur Crawford et moi-même n'avions pas envie de dormir, alors nous avons cherché un but de promenade. Avez-vous un mandat de perquisition? Voyons, Milord, nous sommes entre gens du même monde. Nous n'avons pas besoin de l'autorisation de la loi pour nous expliquer. Je n'ai aucune envie de m'expliquer avec vous. Votre conduite est inqualifiable. Je porterai plainte. Vous avez tort de vous énerver. Je vous assure que nous sommes venus ici dans les meilleures intentions du monde. Je tiens d'abord à vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous avez échappé à l'inspecteur Crawford. Pour un homme de 40 ans, vous avez encore une jolie foulée. Vous divaguez, monsieur Deal. Ah oui. Voyez-vous la cicatrice, Crawford? Non. Quelle cicatrice? Un vrai gentleman montre plus de fair-play quand il a compris qu'il a perdu. Ne vous obstinez pas à jouer la comédie. Milord, vous la jouez mal, et elle ne nous amuse pas. Très bien. Pouvez-vous me passer ma robe de chambre? Avec joie. Merci. Que comptez-vous faire? Vous posez quelques questions, pour commencer. Je vous écoute. Faites votre métier, inspecteur Crawford. Quel est l'homme que nous avons croisé dans la lande et qui avait exactement votre visage, si l'on accepte cette cicatrice sur le front? Henri, mon frère jumeau. Il est mort en 1971, dans un accident de voiture à Menton. Non. C'est pourtant ce que vous avez déclaré au cours de votre interrogatoire. J'ai menti. C'est aussi ce que déclare l'état civil. Il se trompe. Henri est vivant. Qui est mort à sa place? Mon frère vous a vu? Ah, il nous a vus et il nous a fui sans même daigner nous adresser la parole. Alors il a compris qu'il était perdu. Vous ne nous avez toujours pas dit qui, en 1971, est mort à sa place. Tout devait finir ainsi. Ah, tout doit finir d'une façon ou d'une autre. Avant d'aller plus loin, et quoi qu'il puisse arriver, je tiens à dire que mon frère et moi sommes innocents du meurtre de Dorothée, mon épouse. Il faudra nous le prouver. Vous avez vécu trop longtemps en France, monsieur Deal. Vous oubliez qu'en vertu des lois de notre pays, ce sera à vous de prouver le contraire. Bien. Que faisiez-vous l'après-midi du 12 mars? Je vous l'ai déjà dit. Oui, mais là où le bas blesse, c'est qu'au cours de cette promenade à cheval, personne ne vous a adressé la parole et que vous n'avez adressé la parole à personne. Pur hasard. N'empêche que sur le cheval, ce pouvait être vous, aussi bien que votre frère. Je vous jure que c'était moi. Oui, mais vous jurez depuis 9 ans que votre frère jumeau est mort. Convenez qu'il y a de quoi mettre votre sincérité en doute. Vous mélangez deux affaires qui n'ont rien à voir ensemble. Oui, je n'en suis pas si sûr. Je peux me tromper. Examinons donc d'abord l'affaire de Menton. En 1971, votre frère, Milord, votre frère Henry McKinley, était sur le point d'être inculpé pour meurtre. Revenir sur les détails du meurtre lui-même, dont la victime fut une niçoise de 24 ans, prendrait bien du temps et ne serait pas d'une grande utilité pour ce qui va suivre. Mais si vous y tenez, Lord Arthur... Non, non. Une semaine après le début de l'enquête, on retrouve Henry McKinley carbonisé au volant de son Austin Cooper, elle-même dans un vilain état, au bas d'une falaise, à quelques kilomètres de Menton. C'était une façon comme une autre de se soustraire à la perspicacité de la police française. Une façon un peu triste, il faut bien le dire. À moins que le corps retrouvé carbonisé n'ait pas été celui de Henry McKinley. C'était le corps de qui, Milord? Quelle importance? Un rôdeur quelconque. Vous souvenez-vous du visage de ce rôdeur quelconque? Je ne me souviens d'aucun visage. Lui, où qu'il soit en ce moment, doit se souvenir du vôtre. Et après? Rien.
J'aime assez avoir ce genre de conversation avec des assassins. Leur psychologie m'intéresse. Je n'ai jamais tué personne. Oui, là encore, c'est votre frère qui a agi. Il a voulu le faire. Pour lui, j'étais prêt à courir tous les risques. Pourquoi n'a-t-il pas simplement pris la fuite? Fuir? Cela signifiait avouer. Il aurait eu toutes les polices d'Europe à ses trousses. D'autre part, nous ne voulions pas nous quitter. Nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Un être humain a fait les frais de cette belle passion. Tant pis pour lui. Je n'ai pas de tendresse pour les êtres humains qui ne sont pas mon frère. Ah ben, cela fait beaucoup de monde. Il nous éclaire sur les sentiments que vous aviez pour Dorothée et Watts. Je n'en avais aucun. Alors pourquoi l'avez-vous épousée? Elle avait découvert le secret. Tiens. Et comment? Elle ne me l'a jamais dit. Je crois qu'elle se promenait souvent dans la lande, à la nuit tombée. À qui ferez-vous croire ça? Dorothée avait tellement peur du noir que sa lampe de chevet restait allumée toute la nuit. Sinon, elle ne pouvait pas s'endormir. Elle ne m'a jamais fait l'effet de quelqu'un qui a peur du noir. Comment était-elle avec vous? D'une détermination terrifiante. Pourquoi voulait-elle absolument vous épouser? Elle aurait pu se contenter d'une forte somme d'argent en échange de son silence. L'argent ne l'intéressait pas. Elle désirait se venger de quelqu'un. De qui? Mais de vous, inspecteur. Elle parlait souvent de vous. Épouser un homme pour se venger d'un autre homme, voilà qui n'est guère chrétien. Dorothée? Chrétienne? L'idée est assez cocasse. Je vous interdis de diffamer sa mémoire. Tout en elle était jeu, ruse, dissimulation. J'ai rarement vu quelqu'un agir avec autant de cruauté réfléchie. À White Gallery, elle semait la terreur avec une rage à la fois froide et bestiale. Cela ne lui était pas difficile puisque j'étais coupable de cacher un criminel. Personne d'autre n'était au courant de la présence d'Henri au manoir? Personne. Depuis combien de temps votre frère vit-il à White Gallery? Il y est revenu en même temps que moi, cela fait 9 ans. Et en 9 ans, personne ne s'est aperçu de rien. À quoi vous servirait de prouver le contraire? À quoi, en effet? En somme, votre frère et vous aviez de bonnes raisons de tuer Dorothée. Oui. Mais vous ne l'avez pas fait. Nous ne voulions pas renouer avec la chaîne infernale. Quel a été l'emploi du temps de votre frère, le 12 mars, entre 17h et 17h30? Il est resté dans sa cachette. Où se trouve cette cachette? C'est un réduit au grenier. Vous êtes sûr que votre frère n'en est pas sorti entre 17h et 17h30? Certain. D'où vous vient cette certitude? S'il en était sorti, il me l'aurait dit. Et il ne vous dit peut-être pas tout? Si, monsieur Deal. Tout. Depuis qu'il est en âge de parler. Dites-moi, ment-il aussi bien que vous? Pardon? Vous mentez bien, alors. Je ne comprends pas. Ah, toujours ce manque de fair-play. Il se trouve que quelqu'un vous a vu de près l'après-midi du crime, malgré vos précautions de vous tenir à distance de toute personne vivante, hormis votre cheval, naturellement. Qui? Moi. Vous? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Je vous expliquerai, Crawford. Chaque chose en son temps. Il faisait bon ce jour-là, et je me suis assoupi derrière un talus. Le pas d'un cheval m'a réveillé. Je me suis caché, instinct de vieux chasseur. Et je vous ai vu. Et ce n'était pas vous. Une cicatrice barrait le front du cavalier. Vous étiez en train d'étrangler votre jeune épouse pendant que votre frère vous fabriquait un alibi. C'est mon frère qui tombe. Que vous arrive-t-il? C'est mon frère qui meurt. Qu'en savez-vous? Je le sais.
calme, Pigalle, du calme. Hein, inspecteur, comment allez-vous? Je vous ai réveillé? Aucune importance. J'aurai bientôt toute l'éternité pour dormir du sommeil du juste. Donnez-vous la peine d'entrer. Pardon. Une tasse de thé? Il y a une chose que vous m'aviez promis de m'expliquer. Un Anglais digne de ce nom sait que les explications ont toujours meilleur goût avec un peu de thé. Non, je vous remercie. J'ai pas soif. Ah bon? Alors asseyons-nous. Je vous écoute. N'est-ce pas vous, monsieur Deal, qui avez quelque chose à me dire? J'ai en vérité un grand nombre de choses à vous dire. Je ne perdrai pas le peu de temps qui me reste à essayer de regrouper sous un mot les raisons obscures qui ont fait de moi un solitaire. J'ai compris, en vous voyant pour la première fois à la porte de ce cottage, que le destin m'envoyait un ami, mon seul et en même temps mon dernier ami. L'expérience et le savoir que j'avais acquis au cours de ce laps de temps ridiculement court qu'on appelle une vie, c'était à vous que je le léguerai. Oui. Cela ne m'explique pas pourquoi vous m'avez caché, jusqu'à la dernière minute, un fait qui bouleversait les données du problème posé par le meurtre de Dorothy McKinley. Il est vrai que j'ai élucidé l'énigme tout de suite après que vous m'eussiez appris le meurtre et raconté la façon dont s'était déroulé l'interrogatoire des 3 suspects. Je me souvenais de l'affaire de Menton. J'ai compris qu'Henry McKinley n'était pas mort et que c'était lui et son étrange cicatrice que j'avais vue le 12 mars sur le cheval de Lord Arthur. Vous avez caché des informations à la police, monsieur Deal. Cela porte un nom. Cela s'appelle un délit. Oh, un délit mineur. Voyez-vous, Crawford, une énigme insoluble vous retenez plus longtemps auprès de moi. Il se peut que j'aie agi à la légère avec vous, en vous dissimulant une part considérable de ce que je savais, et en organisant cette mise en scène un peu baroque, pour que vous découvriez le coupable. Cela faisait partie de mon plaisir. Enseigner doit être aussi un amusement. Pourquoi n'avoir pas fait durer cet amusement plus longtemps? Je jouais quand même avec le feu. Si Henry McKinley quittait l'île et disparaissait, ma démonstration ne tenait plus debout, et vous n'auriez pas pu mettre la main sur Lord Arthur. Lord Arthur n'est pas le coupable. À l'heure supposée du crime, le 12 mars, il se promenait à cheval sur November Beach. Vous mettez mon témoignage en doute? Oui. Pour quelle raison? Vous avez commis une erreur, monsieur Deal. Vous avez cru que des frères jumeaux sont toujours semblables en tout point. Je ne comprends pas. Henry McKinley n'a jamais su monter à cheval. Qui vous l'a dit? Pas lui, puisqu'il est bel et bien mort à présent. Mais son frère et tous les maîtres de manège à qui j'ai posé la question. Celui de Fly, celui de Madrid, celui de Menton. Je les ai eus ce matin au téléphone. Vous avez menti, monsieur Deal. Le 12 mars, Lord Arthur se trouvait bien sur November Beach au moment du crime. J'ai passé la matinée à me demander pourquoi vous aviez menti. Quand j'ai trouvé, je n'ai pas voulu y croire. Alors je suis descendu dans les archives du commissariat. J'ai consulté les journaux qui relataient vos exploits de ces 30 dernières années. J'ai découvert que dans la majorité des cas, les coupables présumés se trouvaient soit dans l'impossibilité d'avouer leur crime, soit dans une situation et un état psychologique tel
qu'avouer ou ne pas avouer leur devenait indifférent. Exactement comme Lord Arthur et son frère. On aurait dit qu'ils avaient été choisis. Et le fait est qu'ils l'ont été. N'est-ce pas? Ah non, ne t'affole pas, Pigalle. L'inspecteur Crawford est en train de nous faire un exposé sur l'humour écossais. Franchement, Crawford, je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. À mon avis, une tasse de thé vous ferait le plus grand bien. Je vais mettre de l'eau à bouillir. Ne bougez pas, monsieur Deal. Pardon? Ne sortez pas de cette pièce. Enfin, vous perdez la raison. Peut-être. N'est-ce pas la première fois que je me trouve devant un monstre? La lecture, l'écriture et le jardinage ne réussissant pas à calmer votre soif étrange, vous avez commencé par rôder dans l'île. Une nuit, vous avez aperçu une silhouette qui sortait de White Gallery. Vous avez reconnu Lord Arthur. Je suppose que cette sortie nocturne vous a paru suspecte. Vous avez suivi l'homme. Je dis l'homme parce que ce n'était pas Lord Arthur. Vous vous en êtes rendu compte. Vous vous êtes souvenu de l'affaire de Menton. Vous avez fait la liaison. Henry McKinley n'était pas mort dans un accident de voiture. Il se cachait à White Gallery, dont il ne sortait qu'à la nuit tombée. Il y avait donc 2 Lord Arthur. Vous teniez votre faux alibi, mais le faux alibi de quel crime? Car pour qu'il y eût énigme, il fallait qu'il y eût meurtre. Telle est depuis 30 ans votre hideuse passion, monsieur Deal. Élucider des énigmes que vous fabriquez vous-même. Henry McKinley ne sortait jamais de White Gallery pendant la journée. Lord Arthur sortait, avec son cheval, toujours aux mêmes heures. La victime devait donc se trouver à l'intérieur du manoir pour que l'astuce du faux alibi fonctionne à plein. Vous n'avez pas cherché longtemps. Professionnel du crime et de la déduction, il ne vous a pas été difficile de ne laisser aucune trace en tuant Dorothée et en prenant la fuite. Il vous restait à inventer ce faux témoignage et à le servir après vous être amusé quelques jours avec ma naïveté et mon inexpérience. Qui aurait osé douter de la parole de Leonard Deal? Et qui aurait accrédité une version des faits soutenue par un homme 2 fois meurtrier et son complice? Mais ces jumeaux-là avaient une différence, et cette différence vous a perdu. Qu'en penses-tu, Pigalle? Un sacré sens de la déduction, hein? J'ai bien trouvé mon fils spirituel. Je vous rappelle, Crawford, que pour devenir un homme, il va falloir maintenant accomplir le meurtre édipien. Je ne suis pas un assassin. Ça tombe bien. Voici. En somme, nous complétons. Posez ce revolver, monsieur Deal. Quand j'ai le choix, je ne me sers pas des armes à feu. Trop bruyantes. Mais vous êtes plus jeune que moi, plus robuste. Et qui pourrait nous entendre? Mes hommes. Ils encerclent la maison. Alors, dans ce cas... Adieu, Pigalle.